Le 7e chapitre, la tromperie sur l'origine des décisions. Vous savez qu'on nous a beaucoup expliqué au sujet de l'euro que les Européens s'étaient quand même en définitive mobilisés pour sauver l'euro, que c'était formidable, que ci et que ça. Alors là aussi, on ne vous dit pas la réalité. La réalité, c'est celle-là. C'est qu'en Allemagne, pour les raisons que j'explique, notamment dans ma conférence sur la tragédie de l'euro, les élites du monde économique et financier allemand ne veulent plus de l'euro. Le 30 avril 2011, Axel Weber, qui était le président de la Bundesbank, de la Banque centrale allemande, a démissionné de la Bundesbank pour protester contre la politique de la Banque centrale européenne qui entraîne, selon lui, l'Allemagne dans le gouffre. Le 9 septembre suivant, c'est Jürgen Stark, chef économiste allemand de la BCE, qui démissionne avec fracas pour protester à son tour contre la politique de la BCE qui entraîne, selon lui, dans la zone euro, toute la zone euro, pas seulement l'Allemagne, dans le désastre. Ce sont les États-Unis qui exigent le sauvetage de l'euro, contrairement à ce que l'on veut vous faire croire. Le 16 septembre 2011, Timothy Geithner, secrétaire aux finances américain, s'invite à l'Eurogroupe de Wrocław, en Pologne, pour rappeler les Européens à l'ordre, en leur intimant l'ordre de sauver l'euro. C'est pas moi qui le dis, allez vous regarder, c'est une dépêche Reuters. Allez chercher, je vous donne toute la matière. Allez chercher si vous ne me croyez pas. 16 septembre 2011, le secrétaire au Trésor, Timothy Geithner, secrétaire américain, appelle les Européens à mettre un terme aux propos inconsidérés sur un possible démantèlement de l'euro. Selon l'agence Reuters, il a incité ses interlocuteurs du sommet de Wrocław à démultiplier les capacités d'intervention du Fonds européen de stabilité financière. L'Allemagne s'est opposée à sa suggestion. L'Allemagne a fini par capituler. Et les centaines de milliards d'euros qu'on est en train de nous prélever, c'est les Américains qui l'ont exigé, non seulement à l'Allemagne, mais aussi à la France, dans ces sommets. Alors on vous présente, oui, on a sauvé l'euro, c'est comme M. Moscovici à Tokyo, quelques semaines après à sa nomination à la tête de Bercy, il a fait un chèque, comme on a dit, de 31 milliards d'euros. Je signale au passage, parmi vous, tous ceux qui ont des parents qui sont eux-mêmes fonctionnaires, ou qui simplement voient un petit peu l'évolution des services publics dans notre pays, qu'actuellement, on ne remplace pas un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite, que l'on ferme partout des hôpitaux, des écoles, des gendarmeries, des commissariats de police, partout. Je signale que cette politique dite de RGPP, la refonte générale revue générale des politiques publiques, a été lancée par M. Sarkozy. Qu'au bout de 5 ans de cette bérésina des services publics, nous avons économisé combien, vous le savez? En 5 ans, la France a économisé en cumulé 15 milliards d'euros. M. Moscovici, à Tokyo, a fait un chèque, sans que personne n'en parle, de 31 milliards d'euros, en plus de tout le reste, pour sauver l'euro en Grèce. 2 fois ce que les Français se sont serré la vis, pendant 5 ans, avec tout ce que je viens de vous dire. Et vous savez ce qu'a dit M. Hollande? La directive maintenant qui est fixée, c'est qu'au cours des 5 années qui viennent, on ne doit plus économiser 15 milliards d'euros, on doit économiser 60 milliards d'euros. C'est-à-dire 4 fois plus d'efforts budgétaires. C'est ça la situation dont je vous parle. On est en France en 2013, c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez voir ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent. Et tout ça pour sauver l'euro. Et qui a voulu sauver l'euro? C'est pas du tout les Français. On vous a pas demandé votre avis. C'est Timothy Geithner, c'est-à-dire en fait toute l'oligarchie euro-atlantiste qui est derrière. Le 4 novembre 2011, au sommet du G20 de Cannes, le président Obama exhorte les dirigeants européens à résoudre la crise de l'euro qu'il voit comme étant la principale menace pour l'économie américaine. Le 26 janvier 2012, le New York Times révèle le rôle joué en coulisses par Madame Lael Brainard. Pour les amoureux de précision, notez Lael Brainard. Allez taper Lael Brainard. Elle est sous-secrétaire du Trésor pour les affaires internationales afin de sauver l'euro, qu'il qualifie de arm twister, tordeur de bras. Madame Brainard. Voilà ce que dit
Le New York Times, c'est un des monuments de la presse mondiale, c'est pas un tabloïd britannique de caniveau. Derrière la scène, elle a fait 17 voyages discrets en Europe au cours des années 2010 et 2011 pour la préservation de la zone euro et de sa monnaie. Une américaine, 26 janvier 2012, dans le New York Times, allez vérifier. 19 mai 2012, au sommet du G8 de Camp David, vous savez, c'est là où il s'est fait mettre la papate Hollande, Obama et Cameron se sont affrontés avec la chancelière Angela Merkel lors du sommet du G8 à Camp David, exigeant qu'elle dresse un chemin clair pour sortir l'Europe de la crise actuelle. La dirigeante allemande a résisté à leur pression. Elle a fini par céder, hein. Vous connaissez la suite de l'histoire. Pour de nouvelles mesures qui incluraient une politique monétaire plus souple de la BCE, qui permettrait un assouplissement quantitatif similaire à celui déployé par la Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre. 31 mai 2012, à l'occasion d'une vidéoconférence, le président Obama incite une fois de plus ses homologues allemands, français et italiens à trouver des solutions à la crise de l'euro. Le JDD du 6 juin 2012, Obama appelle David Cameron, Mario Monti, Angela Merkel pour leur rappeler la nécessité de renforcer la zone euro et stimuler la croissance. Ça n'est pas moi qui le dis. Pendant ce temps-là, les élites du monde économique allemand ne veulent toujours plus de l'euro. Ils veulent en finir. Le 25 juin 2012, dans une interview à la télévision ZDF allemande, le ministre allemand des Finances, parce que vous européistes, hein, qui prétendument adorent l'Europe, ne vous parlent jamais de ce qui se passe en Europe. Le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, s'insurge contre les demandes d'Obama pour forcer l'Allemagne à sauver l'euro. Voilà ce qu'a dit le ministre allemand des Finances. Monsieur Obama devrait avant tout s'occuper de la réduction du déficit américain. C'est bien, vous voyez, qui est plus élevé que dans la zone euro. Il est facile de donner des conseils aux autres. Dans cette interview, M. Schäuble a réitéré son opposition à des euro-obligations en précisant que chaque pays doit rester individuellement responsable de sa dette publique tant qu'il prend des décisions souveraines sur la façon dont l'argent est dépensé. Si vous dépensez de l'argent qui provient de mon compte, vous ne serez pas économe avec cet argent. Je renvoie à ma conférence « La tragédie de l'euro » pour mieux comprendre les soubassements techniques de toutes ces questions. Le 31 2012, rumeur insistante de démission du nouveau président de la Bundesbank, celui qui avait succédé celui qui a démissionné en 2011, de M. Axel Weber, démission de Jens Weidmann. 1 an et 3 mois après son prédécesseur, lui aussi pour protester contre la politique de la BCE qui entraîne, selon lui, l'Allemagne dans le gouffre. En août et septembre 2012, la presse allemande s'indigne du chèque en blanc, un blanco-chèque für Schuldenstaaten, chèque en blanc pour les États endettés, hein, pour les dettes des autres États. C'est toute la société allemande qui n'en veut plus. Hein. Le 11 septembre 2012, Jürgen Starks, l'ancien conseiller du gouvernement allemand à la BCE, démissionnaire, ancien chef économiste allemand de la BCE, vole au secours de Jens Weidmann, dénonce le comportement incompréhensible de la BCE. Et de nouveau, les États-Unis et l'oligarchie euro-atlantiste qui en remet une couche. Le 11 septembre 2012, le milliardaire américain George Soros, que l'on ne présente plus, qui d'ailleurs est l'un des financiers, sauf erreur de ma part, du National Endowment for Democracy, dont le salarié est Liu Xiaobo, vous voyez que tout se recoupe, hein, le prix Nobel de la paix 2010. Le milliardaire américain George Soros pense qu'une solution à la crise de l'euro est proche et est content de noter que le débat politique en Allemagne a penché en faveur d'un sauvetage de l'euro. C'est pas le débat politique, ce sont les pressions politiques constantes des États-Unis d'Amérique, dont je rappelle qu'ils possèdent le stock d'or des Allemands, que les Allemands ont eu l'incongruité d'aller placer aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale pour échapper à la menace soviétique. Et puis, le 18 septembre 2012, la partie de ping-pong, Axel Weber, ancien président de la Bundesbank, vole à son tour au secours de Jens Weidmann, critique durement la BCE. Il est convaincu que les achats d'obligations ne seront pas la solution, mais la source de nouveaux problèmes. C'est ce qu'on fait, hein, en le cachant. Et puis la fin, pour terminer sur ce petit épisode, c'est dans EUobserver.com, qui est un truc ultra-européiste, qui a diffusé une information qui est tout à fait intéressante, le 5 novembre 2012. C'est une analyse qui a été faite par le think tank, qui est le club de réflexion Bruegel. Club de réflexion Bruegel avec un monsieur qui s'appelle Jean Pisani-Ferry, qui est un économiste, auquel j'ai été opposé il y a maintenant un peu plus d'1 an, sur France 24. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur France 24, j'avais fait remarquer à mon interlocuteur
qu'il appartenait au club de réflexion Monsieur Pisani-Ferry, qu'il appartenait au groupe de réflexion Bruegel, et que Bruegel était financé par Goldman Sachs. À quoi d'ailleurs la journaliste avait dit, bah oui, il faut bien se financer quelque part. C'est quand même assez extraordinaire de la part de la journaliste. Bon. En attendant, ce monsieur Pisani-Ferry, donc qui est dans un think tank Bruegel financé par Goldman Sachs, mais aussi par beaucoup d'autres banques, on ne peut pas le soupçonner d'être un dangereux anti-européen. Il a publié une analyse qui a été fondée sur les contacts officiels dans l'agenda officiel du chef du Trésor américain, donc ce fameux Timothy Geithner, de janvier 2010 à juin 2012, sur 30 mois. Il suffit d'aller sur les sites internet où il y a publié les appels téléphoniques aux États-Unis avec tel et tel. Il en est ressorti 114 réunions coup de fil avec le FMI, pratiquement toutes liées à la crise de l'euro. 168 contacts avec les institutions de l'Union européenne. 168 contacts entre le ministre américain, le secrétaire au Trésor américain et les institutions de l'Union européenne, comme si c'était son truc quand même. 168 contacts en 30 mois, ça fait quand même beaucoup. Ça fait 5,6 par mois, une fois tous les 4 jours ouvrables. C'est-à-dire toutes les semaines, le ministre du Trésor appelle les institutions européennes, voilà ce qu'il faut faire. 58 fois avec les dirigeants de la BCE, Jean-Claude Trichet puis Mario Draghi, c'est-à-dire une fois toutes les 2 semaines pendant 2 ans et demi. Ça s'appelle donner ses instructions. 36 fois avec le ministre allemand des Finances, 32 fois avec le ministre français des Finances. Les informations trouvées suggèrent une implication constante et très active de l'administration Obama dans la recherche de solutions à la crise de l'euro. C'est gentiment dit, c'est Jean Pisani-Ferry. Ça veut dire ce que je ne cesse de dire depuis que j'ai créé l'UPR. C'est-à-dire, et puis tout ce que je viens de vous montrer auparavant, toutes ces déclarations et toutes ces réticences allemandes et toutes ces injonctions américaines, c'est bien ce que je vous ai dit. L'euro est un des éléments de l'entreprise de vassalisation du continent européen par les États-Unis. Voilà la réalité actuelle de la zone euro. Alors ceux qui tapent sur les Allemands, vous savez ces fameux pro-européens qui passent leur temps à taper sur les Allemands en disant « mais l'Allemagne ci, l'Allemagne ça, moi je suis pour l'Europe, mais l'Allemagne... » Ce sont des gens qui n'ont rien compris, qui sont des gens inconséquents. Moi je dis qu'il faut sortir de l'Union européenne, mais je ne tape pas sur les Allemands, parce que chacun a ses intérêts à défendre. Et les Allemands actuellement risquent d'être ponctionnés de centaines et de centaines de milliards d'euros. Ils évaluent même à 1000 milliards d'euros le risque pris par l'Allemagne sur ces affaires. Et s'ils y restent, c'est parce que ce sont les États-Unis qui ont le pistolet sur la tempe. Le 8e chapitre, la tromperie par le silence. Silence sur la divergence de Target 2. Merci beaucoup. Le silence sur la divergence de Target 2. Qu'est-ce que c'est que Target 2 ? Je n'ai pas tellement le temps de vous en parler parce qu'il faut que je termine quand même cette conférence pour laisser peut-être la place à quelques questions ou pour qu'après nous allions prendre un verre au dîner. Le silence sur la divergence de Target 2, ça témoigne, c'est le solde des évolutions des balances des paiements entre les pays de la zone euro. Alors je signale que ceci, c'est la courbe allemande, et ici, c'est la courbe espagnole, la courbe italienne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à partir de 2008, on a vu apparaître une divergence qui témoigne du phénomène, d'une part, du déficit croissant du commerce extérieur des pays du Sud vers l'Allemagne, mais aussi vers le Luxembourg, vers la Finlande et les Pays-Bas, et d'autre part, par l'anticipation que font les grandes fortunes ou les grands fonds de pension sur le devenir de la monnaie espagnole et de la monnaie italienne. Donc tout le monde va se réfugier en Allemagne. Je rappelle, mais je n'ai pas le temps d'élaborer, je rappelle qu'il n'y a pas de monnaie unique en Europe, dans la zone euro, que l'euro est une monnaie commune, que tous les pays membres de ce que l'on appelle l'eurosystème ont conservé leur banque centrale et que toutes les monnaies nationales, en fait, continuent d'exister juridiquement. Lorsque vous avez 1 000 € sur votre compte en banque, c'est 1 000 € qui sont des créances sur la Banque de France. Si vous les transférez en Allemagne, ils deviennent 1 000 € de créances sur la Bundesbank. Et naturellement, si vous anticipez que l'euro va exploser, eh bien, il vaut mieux avoir 1 000 € en Allemagne parce qu'ils deviendront
l'équivalent en Deutsche Mark, et tout le monde anticipe comment dirais-je, que le futur Deutsche Mark grimpera de l'ordre de 18 à 20% par rapport au cours pivot actuel de l'euro vis-à-vis du dollar. Alors que si vous restez sur le franc, l'étude de Natixis a montré que le franc perdrait 2%, et si vous restez coincé en Grèce, on pense que la drachme perdrait 20 à 30%. Donc tous ceux qui sont les insiders, comme on dit, les gens qui savent, qui connaissent la musique, pas les gens, parce qu'il y a des gens qui connaissent, qui savent comment ça marche, eux ils savent comment ça marche, et donc ils transfèrent leur fortune vers la main. Alors tout ceci, c'est le signal irréfutable de l'explosion à venir. Je signale d'ailleurs, âme sensible s'abstenir, qu'en 2008, lorsqu'on a vu ces cours commencer à diverger, eh bien il y a eu une descente de la police de la République fédérale d'Allemagne à la Banque centrale européenne à Francfort. Dans les bureaux d'un seul coup, je le sais parce que j'ai mes sources d'information, les flics allemands sont descendus pour dire qu'est-ce qui se passe. On veut savoir si c'était justement le début de cette divergence. Alors, contrairement à ce que vous pourriez penser, cet afflux d'argent vers l'Allemagne n'est pas bon signe pour l'Allemagne du tout. C'est pour ça que les Allemands veulent en sortir, parce que ce sont des flux de créances sur des banques centrales pourries. Grèce, Italie, Portugal, Espagne. Ça vient donc gonfler de façon comme un cancer qui fait des métastases le bilan de la Banque centrale européenne, et avec un risque, un risque d'hyperinflation, le risque d'envoyer la monnaie allemande au tapis, c'est-à-dire le scénario 1923 que les Allemands ne veulent pour rien au monde. En attendant, bon, j'ai pas le temps de vous en parler parce que ce sont des sujets complexes et techniques, personne jamais n'explique aux Français ça. De la même façon, silence total sur la mise en place du grand marché transatlantique, qui va nous fusionner avec les États-Unis, qui est en cours. De la même façon, silence total sur la situation florissante des États européens qui ont refusé l'Union européenne, la Norvège et la Suisse. Silence total sur la très bonne situation, du moins la moins mauvaise situation, des économies d'Europe qui ont refusé l'euro, la Suède et le Danemark. Je renvoie à mon autre conférence sur l'euro qui s'appelle « Faut-il avoir peur de sortir de l'euro ?», où je parle du cas suédois. La Suède, qui l'année dernière a été constamment obligée de réévaluer à la hausse son taux de croissance. Ça fait 10 ans qu'elle a refusé d'entrer dans l'euro. Silence total sur la situation en Islande. Silence à peu près total sur l'exigence des États-Unis que les pays de la zone euro sauvent l'euro à tout prix. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Silence total sur la situation de la démocratie au Bahreïn, au Qatar, en Arabie Saoudite, au Paraguay et plus récemment en Birmanie. Silence total sur les analyses de la très grande majorité des économistes du monde sur l'inéluctabilité de l'explosion de l'euro. Silence à peu près total sur l'existence de l'article 50 du traité sur l'Union européenne pour sortir légalement de l'Union européenne et de l'euro. Et puis silence total, bien entendu, sur l'existence de notre jeune mouvement. Le 9e et dernier chapitre, on arrive à la fin. La tromperie par l'amalgame. C'est ce qu'en permanence on nous sort. C'est en permanence ce à quoi vous êtes confrontés quotidiennement si d'aventure vous commencez à écouter, à trouver que ce que nous disons est intéressant. Vous êtes constamment, au quotidien, confrontés par des gens qui vous disent quoi ? Sortir de l'Union européenne et de l'euro ? Mais c'est être d'extrême droite. Alors, je rappelle que nous mettons au défi quiconque de trouver la moindre trace d'extrémisme, de droite ou de gauche, dans notre programme de libération nationale, qui est à de nombreux égards un copier-coller du programme du Conseil national de la résistance de 1944. D'ailleurs, lors du dîner tout à l'heure, on le vend à prix coûtant, 3 €. Le programme en 44 pages sur papier glacé, ça nous coûte 2,97 €. Et je le dédicacerai à ceux d'entre vous qui le veulent. Si vous ne voulez pas dépenser cet argent, vous pouvez aussi aller sur notre site internet où il est en téléchargement direct. Je vous invite à le lire. Il n'y a aucun rapport entre nous et quelques mouvements extrémistes que ce soit. L'UPR veut sortir de l'Union européenne et de l'euro. Le FN propose la même chose, c'est ce que l'on vous dira constamment autour de vous. Je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, que Mme Le Pen, et son père c'était pareil,
jamais n'a proposé de sortir de l'Union européenne. Et d'ailleurs ne propose pas non plus de sortir de l'euro, puisque un jour elle le dit, mais le lendemain elle dit le contraire, le surlendemain elle dit encore une troisième chose, et ça je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Nous avons sur notre site internet le scan de la profession de foi envoyé à 46 millions d'électeurs le 22 avril 2012. Au cas où vous l'auriez jeté, vous pourrez aller sur notre site où nous l'avons en scan et où nous l'analysons. Le mot même de euro n'y figure pas. Je peux vous assurer que dans ces milieux hyper politiques, une profession de foi, ça doit coûter à peu près 450 à 500 000 euros, hein, en quadrichromie sur 4 pages, envoyée à 46 millions d'électeurs, c'est lu par 15-20 personnes, chaque mot et chaque virgule est pesée. Si non seulement il n'est pas question de sortir de l'Union européenne, parce que d'ailleurs le FN n'a jamais proposé, mais si même le mot euro n'y est pas, c'est qu'il y a une idée derrière la tête. Je signale que ce document qu'on appelle profession de foi, c'est pas pour rien, c'est le seul document qui est envoyé par les services de l'État officiellement, le seul document qui va ensuite aux archives nationales. Donc les historiens, dans 250 ans, quand ils iront étudier cette période, prendront la profession de foi pour voir ce que proposait Madame Le Pen, par exemple. Et ils diront, mais contrairement à une légende, le FN ne propose pas de sortir de l'Union européenne ni de l'euro. Son programme, constamment contradictoire sur l'euro, ne le prévoit pas, mais se complaît en revanche, ça c'est vrai, sur des thèmes d'extrême droite, l'immigration, l'insécurité. Mais dans le grand public, les journalistes ne cessent que d'essayer de mettre dans la tête des Français sortir de l'Union européenne égale Le Pen, égale Troisième Reich, égale détail de l'histoire, égale chambre à gaz. C'est comme ça que ça marche. Hein. Et c'est fait pour vous intimider. Il faudrait qu'il y ait un tel mouvement de rage. Je n'ai pas le droit de penser ce que je pense. Je n'ai pas le droit de faire ce qu'a été la France depuis 2000 ans, depuis 1500 ans, depuis baptême de Clovis. Je n'ai pas le droit d'avoir ma monnaie nationale parce que ce serait être facho. Mais où est-ce qu'on va? L'UPR veut sortir de l'Union européenne et de l'euro. Alors dans d'autres camps, on nous dit mais M. Dupont-Aignan propose la même chose. Alors, bon, je suis désolé. Reportez-vous aussi à notre site. Vous verrez que c'est exactement pareil que Mme Le Pen. La profession de foi de M. Dupont-Aignan pour l'élection présidentielle de 2012 n'a absolument pas proposé de sortir de l'UE. D'ailleurs, il a toujours dit qu'il était contre. Ni même de l'euro, dont il n'est pas question. Son programme contradictoire sur l'euro refuse le recours à l'article 50, propose bien entendu une autre Europe, comme tout le monde, une Europe des patries, une Europe des signes. Ils font tous pareil, à gauche c'est pareil. Hein. Une Europe sociale, une Europe des travailleurs pour Madame Laguillet, une Europe sociale pour le PS, une Europe des travailleurs, une Europe anticapitaliste pour Monsieur Mélenchon, une Europe écologiste pour Madame Eva Joly, voilà. Et par ailleurs, il reprenait des propositions lui aussi très à droite, insécurité, lutte contre le positionnement des radars routiers. Je suis désolé, Monsieur Dupont-Aignan, je sais que parfois il y a des gens dans la salle qui m'attaquent là-dessus. Monsieur Dupont-Aignan, dans la profession de foi envoyée à 46 millions d'électeurs, il n'y a pas un mot sur l'euro, mais en revanche, il y a tout un paragraphe sur le fait qu'il faut changer l'emplacement des radars routiers. On se fout de la gueule de qui, là? Il s'agit de l'élection présidentielle, hein. Il ne s'agit pas de l'élection d'un conseiller général qui trouve qu'il y a un radar qui est mal placé. En réalité, tous ces gens font le système du râteau. Il y a un lieutenant, ou un discours, ou une intervention. On va dire qu'on est pour une Europe à 5, à 6, à 7. Dans un autre, ça sera une Europe à 40. Dans un autre, on dira il faut sortir de l'euro. Puis dans un autre discours, on dira mais non, je veux rester dans l'euro. Et puis, je ne suis ni à droite ni à gauche. Et puis une autre fois, je fais faire alliance avec le FN ou le CNI. Et puis une autre fois, il faut rester dans l'UE. Et puis une autre fois, il faut violer les traités. Donc tout ça est totalement incohérent, mais l'esprit humain est ainsi fait qu'il ne retient que ce qui lui plaît. C'est comme ça que ça marche. Donc si je voulais vous enfumer, eh bien je ferais pareil que les autres.
Hein. Je dirais, là, puis après j'irais dans des milieux UMP, je dirais, mais non, 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 il ne faut pas du tout sortir de l'euro, mais non, il faut un euro, une meilleure gouvernance, etc. Et puis après, j'irai encore dans un autre truc, je dirais, il faut une Europe des travailleurs, et puis après, j'irai chez les gens du Modem en disant, en ayant le cœur sur la main, j'ai des amis allemands, cette belle idée européenne, on ne peut pas la sacrifier. C'est exactement le système du caméléon, mais quelle est la confiance que vous pouvez faire à des gens qui vous parlent comme ça? Quelle est la confiance que vous pourriez faire à un vendeur qui vous vendrait n'importe quoi en utilisant n'importe quel argument et vous l'auriez repéré assez rapidement? Pourquoi est-ce que vous n'appliquez pas à la politique la même méfiance que vous appliquez à juste titre lorsque vous faites un achat immobilier ou lorsque vous partez en vacances ou lorsque vous sélectionnez votre nouvel iPod? Je le dis souvent parce qu'il y a des gens qui me disent « il fait des conférences trop longues, elles durent 3 heures, 3 heures et demie, etc. C'est très bien, mais c'est trop long. » Mais moi je dis bah, « attendez, les Français restent 3 heures et demie par jour devant leur télé. Depuis maintenant 30 ans. Moi je lutte contre ça. On peut pas, je ne vais pas pouvoir changer les Français en 15 secondes. Et par ailleurs, est-ce qu'il ne vaut pas mieux passer quand même 3 heures, 4 heures à réfléchir sérieusement à ces sujets plutôt que de passer 5 heures, 7 heures, 8 heures à chercher son nouvel iPhone ou son nouveau forfait chez Bouygues ou chez France Télécom, chez Orange? Actuellement, les Français passent plus de temps à réfléchir à leur prochain week-end ou à leur prochain téléphone portable qu'à leur destin et qu'au destin de leurs enfants. Alors, enfin, le dernier chapitre, il sera très bref, c'est ce que j'appelle la tromperie par la diversion. Eh bien, la tromperie par la diversion, ben, c'est tout le reste, c'est les projets d'autre Europe, le terrorisme islamique, le mariage gay, le cyclone Sandy aux États-Unis. Maintenant, ça paraît une vieille lune, mais quand j'avais fait cette planche, tout le monde ne parlait que du cyclone Sandy aux États-Unis, mais pas en Haïti. Il y a eu des centaines de morts en Haïti, pays francophone qui est proche à tous égards de la France. On n'en a pas parlé. En revanche, qu'il y ait eu 3 stations de métro où il y avait de l'eau sur les quais, à New York, alors là, ça a fait la une de tous les journaux en France. Le sauteur en parachute supersonique, vous vous rappelez peut-être, les déboires sentimentaux d'Anne Sinclair, la dépénalisation du cannabis. Non mais attendez, pour le déboire sentimentaux d'Anne Sinclair, je suis désolé, il y a beaucoup de Français qui continuent de consacrer des heures. Hein. Les mêmes qui me disent, il fait une conférence de 3 heures, ils vont passer des dizaines d'heures à feuilleter, à acheter Closer, Gala, etc., pour savoir, alors est-ce qu'elle a vraiment quitté DSK ou pas, etc. Alors la dépénalisation du cannabis, l'euthanasie, la dernière bourde de Valérie Trierweiler, bon, enfin, etc., etc., etc. Nous disons que tout ça, il y a des sujets à l'intérieur qui sont quand même plus intéressants que d'autres. C'est vrai que le mariage pour tous, c'est vrai que l'euthanasie, c'est vrai que le nucléaire sont des sujets dont je peux comprendre que ça intéresse les gens d'un point de vue fondamental. Mais je vous ai expliqué tout à l'heure au moment des questions pourquoi nous considérons que ce sont des sujets de distraction au sens profond du terme, hein, distraere, hein, c'est-à-dire distraire, sortir du chemin, sortir de la réflexion, tout plutôt que de débattre sérieusement de notre destin collectif. Voici arrivé à la conclusion. Donc comment échapper à cette tromperie universelle dont je vous ai montré toute une série de canaux, avec des fausses informations, avec le silence, avec une modification des responsabilités, avec des manœuvres subreptices qui sont derrière, etc. Donc comment échapper à cette tromperie universelle? Alors, moi je vous dirais, là ma recette, elle vaut ce qu'elle vaut, la recette pour ne pas se faire avoir, pour que vous arrêtiez de vous faire avoir comme on s'est tous fait avoir, moi aussi je me suis fait avoir. Pourquoi j'ai créé l'UPR? C'est parce que je m'étais fait avoir. Et
Et comme je n'aime pas me faire avoir, je me suis dit, je vais créer un truc, et là, je serai sûr de ne pas me faire avoir, et que les gens qui viendront ne se feront pas avoir, parce que nous mettons carte sur table d'emblée. Si vous voulez un mouvement politique qui vous promet une autre Europe à la Saint-Glinglin, c'est pas chez nous. Si vous voulez qui vous dise « mais quand même, l'Europe c'est Dante, qu'est-ce que vous faites de Goethe, etc. » c'est pas chez nous. Moi, je sais, d'ailleurs, les gens qui me disent ça, souvent, je connais mieux que Dante ou Goethe, mais ça, c'est une autre histoire. Pour ne pas se faire avoir, il faut penser à une chose. Quand est-ce que l'on se fait voler? On se fait voler quand on fait preuve de légèreté, d'inattention, de superficialité, de naïveté. Je suis en train de relire La guerre des Gaules de César, et qui note justement à quel point les Gaulois, c'était donc il y a plus de 2000 ans, à quel point les Gaulois sont naïfs, sont superficiels. Quand est-ce que l'on se fait escroquer? C'est pas la même chose que se faire voler. On se fait escroquer quand on se laisse embobiner par un beau parleur et que l'on ne regarde pas à la loupe ce qu'il veut vous faire signer. Il y a une différence entre se faire voler et se faire escroquer. Vous vous faites voler, c'est parce que, par exemple, vous avez laissé à l'entrée d'un magasin, d'un restaurant, vous avez laissé votre manteau avec votre portefeuille à l'intérieur, sans surveillance. Puis vous sortez, vous prenez votre manteau, le portefeuille a été volé. Ça, vous avez fait preuve de légèreté, d'inattention, de superficialité. Escroquer, c'est pas du tout la même chose. Escroquer, c'est quand vous rencontrez quelqu'un, un vendeur, qui va vous convaincre que vous n'avez pas de meilleure solution que de lui passer votre portefeuille. Alors face à ça, eh bien, il faut être donc très prudent. En politique, c'est pareil. Pour ne pas se faire avoir, il faut donc premièrement être toujours très précis et refuser les à peu près. Il faut lire ce que dit et ce qu'écrit un parti politique. Il faut vérifier si tous les écrits confirment les mêmes choses à la fois sur la durée et au même moment. Si vous avez un mouvement politique qui vous dit une chose et son contraire, parfois même sur le site même Internet, sur le site par exemple du FM, il y avait à la fois des trucs, il fallait sortir de l'euro, puis vous allez sur un autre onglet où vous demandez que la BCE est une autre politique plus en faveur de l'emploi. Si on sort de l'euro, il n'y a plus de BCE, on sort de la BCE. Donc on se fiche du monde. Alors je prends le FN, c'est pareil, le PS, l'UMP, ou les autres. Donc il faut vérifier si tous les écrits disent à la fois sur la durée et au même moment, donc diachronique et synchronique, pour ceux qui connaissent le vocabulaire, s'ils lisent la même chose. Il faut vérifier si tous les responsables aussi disent la même chose. Si vous avez un PS avec Montebourg, Aubry, Manuel Valls, etc., vous flairez l'arnaque. C'est comme à l'UMP où vous avez ce pauvre Jacques Millard qui m'expliquait, voici 5 ans, mais si, Sarkozy sera contre l'Europe parce qu'il aime trop le pouvoir. Alors il appelle à voter non au traité européen, alors on le maintient à l'UMP, voilà, pour se donner un genre. Mais ça ne pèse rien, ça c'est rien. Donc à l'UMP c'est pareil. Donc est-ce que tous les responsables disent les mêmes choses à la fois sur la durée et au même moment? À commencer par le principal responsable. Et puis voir si tout ceci est clair, ou bien si ça tourne autour du pot. Pourquoi est-ce que les partis eurocritiques, paraît-il, pourquoi est-ce que quand vous leur parlez de l'article 50, vous savez, c'est comme l'ordinateur, là, ça mouline. Ça ne débouche jamais. Quand vous n'avez pas Internet, ça tourne comme ça. Pourquoi est-ce que ça tourne autour du pot? Un de nos militants, plusieurs de nos militants, l'autre fois, était allé voir Mélenchon et avait dit à Mélenchon, mais enfin, au sujet des délocalisations, pourquoi vous ne parlez pas de l'article 63 du TFUE? Mélenchon les a... Mais camarades, on ne parle pas de ça. Ah bon? Ah tiens, et pourquoi donc? Si jamais les Français comprenaient ce qui se passait pour de bon. Et puis, il faut réfléchir honnêtement aux critiques des autres. Quelles sont les critiques que on nous fait à nous? Et quelles sont les critiques que moi je fais aux autres? Prenez mes critiques,
regardez si ce que je dis est vrai ou faux. Maintenant, prenez les critiques des auteurs. Pour tout dire, il y a très peu de critiques. C'est la coalition du silence, ou bien les insultes. La dernière née, c'est de dire qu'on est une secte. J'ai déjà expliqué ce que c'était qu'une secte, d'ailleurs. Une secte, selon la MIVILUD, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, elle définit ce que c'est une secte. Une secte, c'est premièrement une institution qui affaiblit le sens critique de ses sympathisants. On ne peut pas dire que l'UPR affaiblisse le sens critique des Français. Je crois au contraire que nous sommes le mouvement politique qui aiguise le plus le sens critique des gens, dans tous les domaines. Et deuxièmement, le deuxième caractéristique d'une secte, c'est qu'il y a à sa tête un gourou qui, quoi qu'il puisse dire et faire, est soutenu aveuglement par ses disciples. D'abord, je ne suis pas sûr d'être un gourou. Deuxièmement, si demain je me mettais à dire que l'Europe c'est formidable, je me mettrais en contradiction avec notre charte fondatrice et tous les gens quitteraient l'UPR. Donc nous sommes tous sauf une secte, puisque je ne suis moi que l'un des adhérents, certes je suis celui qui a proposé, qui a créé le mouvement, mais je ne peux en aucun cas changer la stratégie du mouvement. C'est quoi le PS? Des gens qui votent pour M. Hollande, qui leur promet de renégocier le TSCG, par exemple. Ils votent pour M. Hollande, qui promet de renégocier le TSCG, de rapatrier tous les soldats d'Afghanistan, et puis après l'élection, il avalise totalement le TSCG, puis on apprend qu'en fait, oui, on rapatrie les soldats d'Afghanistan, mais enfin, on envoie des conseillers. En gros, on change le nom, quoi. Et il y a encore des gens qui soutiennent. Ça, c'est une secte. Parce que quoi que puisse dire et faire M. Hollande, ils seront d'accord. Et par ailleurs, le PS affaiblit le sens critique des gens. Lorsque M. Montebourg se met sa vareuse pour dire voilà comment lutter contre les délocalisations, c'est se foutre du monde. C'est exactement la définition d'une secte. Affaiblissement du sens critique et soutien d'un gourou. C'est pareil pour l'UMP, hein. Et c'est pareil pour les autres. Alors, les bonnes questions à vous poser, mais notez-les, prenez-les, on mettra ça en ligne, vous pourrez les revoir. Le responsable politique que je vois, là, c'est Asselineau, demain, c'est, je ne sais pas, moi, ça va être Montebourg, ça va être Mélenchon, ça va être Bayrou, ça va être Copé, ça va être Le Pen. Ce responsable, est-ce qu'il explique, oui ou non, le rôle joué par les États-Unis d'Amérique dans l'origine de la prétendue construction européenne? Je joue sur du velours, je suis le seul. Deuxièmement, est-ce qu'il explique, oui ou non, que l'Union européenne et l'OTAN sont indissociablement liées, ne serait-ce que par l'article 42 du traité TUE? Troisièmement, les promesses qu'il me fait sont-elles, oui ou non, compatibles avec les traités européens qu'il refuse de dénoncer? Parce que les autres se sont fait ces spécialités de vous proposer des programmes qui ne tiennent aucun compte des traités européens, qui sont impossibles à mettre en œuvre dans le cadre des traités européens, et que par ailleurs, ils refusent de dénoncer les traités européens. C'est exactement ce que fait M. Mélenchon, M. Montebourg, par exemple. Les promesses de désobéissance, quatrième question, des traités qu'il me fait, auraient-elles des conséquences? Et si oui, explique-t-il honnêtement quelles seraient ces conséquences? M. Montebourg, lorsqu'il dit, par exemple, « je vais désobéir aux traités européens », est-ce qu'il vous explique quelle serait la conséquence? Aux dernières nouvelles, DLR étant aux abois compte tenu de la montée en puissance de l'UPR, aux toutes dernières nouvelles, d'un seul coup, le vrai faux porte-parole de DLR a dit que nous étions des petits joueurs de banlieue, puisque, en réalité, ils se faisaient fort d'imposer leur volonté sur l'euro sans sortir de l'Europe. N'importe quoi. Mais quelqu'un qui viole les traités, ça a des conséquences. Nous ne violons pas les traités. Nous sommes respectueux du droit parce que je ne cesse de dire que la barbarie commence à partir du moment où on ne respecte plus le droit. Donc nous voulons respecter le droit. Il y a un article, l'article 50, qui permet de sortir de l'Union européenne. Certains vous disent, nous, on ne va pas sortir de l'Union européenne, on va piétiner les traités, on va en faire qu'à notre tête. Eh bien, ces gens-là ne vous disent pas quelles seraient les conséquences de ces actes. Les conséquences, c'est que les autres États déféreraient instantanément la France à la Cour de justice de l'Union européenne. Et si d'aventure ils ne le faisaient pas, c'est la Commission qui le ferait automatiquement, puisque les traités obligent la Commission, sans qu'elle ait un pouvoir d'appréciation, oblige à déférer tout État qui viole les traités.
Donc la Commission européenne déférerait instantanément la France à la Cour de justice de l'UE. Et compte tenu de ce que les responsables qui vous disent on va violer les traités sont les premiers à reconnaître qu'ils violent les traités, la France serait immédiatement condamnée par la CJUE. Condamnée à quoi? On en reparlera pendant les questions si vous le voulez. Demandez aussi à tous ces responsables pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Quelles sont leurs raisons? Quelles sont leurs raisons? Nous disons que si nous sortons de l'Union européenne, la France conservera le deuxième réseau diplomatique le plus important du monde, restera membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'ONU, de la Banque mondiale, du FMI, de l'Organisation mondiale du commerce. On récupérera d'ailleurs notre siège de négociation de l'Organisation internationale du travail, de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Nous avons 272, je crois, représentations diplomatiques à l'étranger, 273. On en fermera 3 si on sort de l'UE et de l'OTAN. On gardera avec 270 ambassades et consulats le deuxième réseau diplomatique du monde. Par ailleurs, nous resterons au Conseil de l'Europe. Alors, pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument rester dans ce BINS? 6e question. Tout le monde est-il du même avis et fait-il les mêmes propositions dans le même parti? Ça, c'est très intéressant. Allez demander, pas cette fois-ci pas aux dirigeants, hein. Allez voir les militants. J'en ai parlé avec des militants de DLR, de chez Mélenchon, du FN. Ils ont chacun leur idée de ce que veut leur propre parti. C'est complètement schizophrénique, hein. Je suis désolé, les gens qui sont à l'UPR, ils savent ce qu'ils veulent, parce que nous avons un programme qui n'a pas changé d'une virgule depuis bientôt 6 ans. Enfin, une charte, le programme a été présenté le 3 décembre 2011. Ce que dit ce responsable est-il identique à ce qu'il écrit dans son programme ou sur sa profession de foi? Comparez notre programme à notre charte. A-t-il changé de programme? Demandez aussi, ce parti politique, est-ce qu'il a changé de programme au cours des dernières années? Il a le droit, hein. Tout le monde a le droit de changer. Il se trouve que nous n'avons pas changé d'une virgule, ni notre charte, ni notre programme. Les autres peuvent évoluer. Mais regardez comment il a évolué. Et puis demandez pourquoi vous avez changé. Et puis enfin, accepte-t-il de débattre publiquement avec l'UPR, c'est-à-dire avec moi, ou bien est-ce qu'il esquive toujours tout débat de fond? J'ai déjà dit, j'en profite encore une fois parce que je suis filmé, j'ai déjà dit, je le répète, je souhaite débattre publiquement avec Madame Le Pen, avec Monsieur Mélenchon, avec M. Copé, pourquoi pas, avec M. Harlem Désir, pourquoi pas, avec M. Dupont-Aignan, pourquoi pas. Jamais la moindre réponse. Et puis deuxièmement, c'est le deuxième grand conseil que je vous donne, il faut y consacrer un peu de temps. Ne pas se faire avoir quand on signe un contrat. Si vous achetez un contrat d'appartement, si vous achetez un studio, ou si vous achetez une voiture, ou tout simplement si vous signez un contrat de travail, eh bien vous allez quand même prendre le temps de lire minutieusement ce que vous signez, parce que vous savez que c'est grave. Vous savez que si par exemple vous allez vous faire embaucher, alors le type que vous rencontre, il veut vous embaucher à la direction du marketing. Il vous dit que vous allez avoir un salaire de 3 000 € net par mois. Pas mal. Au moment de signer, vous découvrez qu'il s'agit de 1 678 € net par mois. Vous faites quoi? Vous signez ou vous signez pas? Une des choses, c'est que vous demandez des questions au DRH. Et si le DRH vous dit non, c'est pas grave, non. Vous savez que c'est grave. Donc c'est la même chose. Il faut, quand vous signez un contrat de travail, quand vous signez un contrat d'achat ou de vente, vous lisez minutieusement ce que l'on veut vous faire signer. De la même façon, ne pas se faire envoyer en politique, cela implique de ne pas se contenter des images véhiculées par les médias, puisque j'ai passé 3 heures de rang à vous montrer que les médias passent leur temps à vous mentir, à travestir la réalité. Il faut donc que vous regardiez minutieusement. Pourquoi serait-il normal, je vous l'ai dit tout à l'heure, de prendre des heures à choisir un nouveau forfait téléphonique, à sélectionner un nouvel ordinateur, à préparer ses vacances,
et pourquoi, en revanche, ça serait impossible, inouï, effarant, de consacrer autant de temps à réfléchir à son propre destin et au destin des gens que l'on aime. Les Français sont responsables de leur destin s'ils ne font pas l'effort de se libérer par eux-mêmes de la prison mentale des médias et de la prison des peuples qu'est l'Union européenne. Personne, je dis bien personne, ne le fera à leur place. Je vous remercie de votre attention. Bien. Un petit codicille, sans le moindre appui médiatique, seulement en tenant un langage de vérité, seulement en me déplaçant à travers la France, et grâce à Internet, et grâce au fait que petit à petit, de plus en plus de gens m'ont rejoint, eh bien, nous connaissons une croissance qui stupéfie les observateurs, même si personne n'en parle. Je peux vous assurer que nous sommes suivis. J'ai créé ce mouvement le 25 mars 2007, jour du 50e anniversaire de la signature du traité de Rome créant la CEE. Personne ne peut nous retirer ce fait. C'est évidemment très gênant pour les autres, puisque ça veut dire que personne ne peut contester que notre mouvement a été créé justement ce jour-là pour en sortir. À la fin 2007, nous étions 47. Ça arrive. À la fin 2008, nous étions 88. À la fin 2009, nous étions non pas 149, mais 150. À la fin 2010, nous étions 357. À la fin 2011, nous étions 707. Et à la fin 2012, 2158. Et aujourd'hui même, je ne sais pas s'il y a eu parce qu'il y a des gens qui adhèrent par télépaiement, c'est d'ailleurs la majorité de nos adhésions, pas uniquement. Aujourd'hui, 15 février donc, 2013 à midi, nous étions 2418 adhérents, ce qui fait que depuis le 1er janvier, nous avons gagné 260 adhérents en un peu moins de 46 jours, en 45 jours et demi, ce qui fait 5,6 adhérents par jour, spontanément. Alors c'est évidemment un score. Nous restons un petit mouvement. Je réponds à la question de monsieur. Nous restons un petit mouvement, mais nous ne sommes plus un groupuscule. Un groupuscule, c'est 150-200 personnes. 2418, nous avons bon espoir, si au rythme où les choses vont, de terminer cette année avec, si possible, 4000, 4500, peut-être 5000, je ne sais pas. Je rappelle que M. Besancenot, passant à la télévision il y a quelques jours, a expliqué qu'il avait 3000 adhérents. J'ai lu d'autres documents qui annoncent 2500 adhérents pour le NPA. Je pense que nous sommes en train de dépasser le NPA, peut-être même l'avons-nous dépassé depuis déjà longtemps. Alors que M. Besancenot, le moins qu'on peut dire, c'est qu'il est ultra... Enfin, il a été, il est moins, mais il a été en tout cas plus médiatisé que moi. Alors je sais bien que DLR annonce 12 000 adhérents, mais enfin si vous allez regarder les comptes de DLR déposés à la commission des comptes des partis politiques, vous divisez par 30 € l'adhésion moyenne, ça tombe, vous trouvez 2000 adhérents. C'est dommage de raconter des bobards. Vous avez beaucoup de partis politiques qui racontent beaucoup de bobards sur leur nombre d'adhérents. Moi j'ai pris le parti, comme en toute chose, de me présenter tout nu, si j'ose dire, devant les citoyens, en disant la vérité. Parce que finalement, il n'y a que la vérité qui convainc. À quoi ça servirait de vous dire qu'on a 10 000 adhérents alors qu'on en a 2418 ? Peut-être 2420 ou 21 depuis que j'ai fait cette planche, je l'ai terminée à midi tout à l'heure. Bon, en tout cas, ça veut dire quelque chose, et ça sera mon dernier propos avant de céder la place aux questions, c'est que maintenant, l'affaire est dans vos mains. C'est à vous maintenant de faire votre choix.
le choix, comme de nombreux adhérents, de faire partie d'un mouvement politique, peut-être pour la première fois. En gros, 90% de nos adhérents adhèrent à un parti politique pour la première fois. La majorité, d'ailleurs, je n'ai pas eu notre... Là, je vois, il y a Patrick qui est là. Je pense que Patrick était là pour la première fois à adhérer à un mouvement politique, mais Sébastien, notre délégué, a adhéré pour la première fois. Bon, en gros, 90% de nos adhérents, d'ailleurs, on ne le demande pas, simplement au hasard des conversations, de temps en temps, il y a des gens qui me disent, ou qui nous disent « tiens, j'étais dans tel ou tel parti ». C'est extrêmement faible. La grande majorité nous disent « j'hésite, je vous suis depuis 3 mois, je vous suis depuis 6 mois, je vous suis depuis 8 mois, depuis 10 mois, depuis 12 mois. Bon, mais j'hésite parce que j'ai jamais adhéré à un mouvement. » Alors ça, c'est la possibilité, c'est que vous fassiez ce choix. L'autre possibilité, c'est que vous n'adhériez pas. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ne pas adhérer, c'est faire un choix. Surtout dans la mesure où maintenant, vous avez commis une erreur tactique ou stratégique, c'est que vous êtes venu m'écouter. Donc vous n'avez plus l'excuse de ne pas savoir. Maintenant, vous êtes informé. Si vous me croyez, peut-être que je ne vous ai pas convaincu. À ce moment-là, allez regarder mes sources d'information. Mais la question qui se pose à vous, c'est que, étant informé, étant éclairé, sachant en toute connaissance de cause ce qui se passe vraiment, eh bien, ne pas adhérer, ne pas nous rejoindre, ne pas diffuser nos informations, et c'est très important d'adhérer d'abord parce que ça nous rapporte un peu d'argent, parce que nous avons vocation à nous présenter aux prochaines élections, et il faut de l'argent, et on est payé par nulle personne. Mais c'est également, évidemment, important, parce que je vous assure qu'actuellement, nous sommes suivis. Au cours des 18 premiers jours de cette année, nous avons su, en consultant nos statistiques de notre simple site Internet, qu'il y avait eu 24 connexions au cours du 18 janvier venant, on ne sait pas de qui, mais on sait les institutions, venant du journal Le Monde. Il y avait eu 24 connexions venant de la Commission européenne. 24 connexions également venant du ministère de l'Intérieur. 18 connexions venant du ministère français des Affaires étrangères. 2 connexions venant de la présidence de la République. Madame Trierweiler, peut-être. Des connexions venant du monde entier, venant du Texas, centre d'analyse au Texas. Donc, nous sommes suivis. Et ce ne pas nous rejoindre, c'est faire le choix de ne pas combattre les oligarchies financières et politiques sur lesquelles, maintenant, vous savez mettre un nom. Et je terminerai ceci en vous rappelant ce mot terrible de Jean-Paul Sartre qui avait dit « On n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation », c'est-à-dire jamais aussi libre de choisir en se regardant dans la glace ce que l'on devait faire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, la suite de la soirée, quelques questions. Éventuellement, ceux d'entre vous qui veulent adhérer peuvent le faire, bien entendu. Ils peuvent aussi rentrer chez eux pour adhérer en télépaiement, puis ils peuvent aussi décider de ne pas adhérer. Je les renvoie à ce que je viens de dire. Et puis, dans l'immédiat, après ça, on ira manger un morceau ou boire un verre avec ceux d'entre vous qui veulent. Il faudra peut-être trouver de la place, mais bon, moi, j'aime bien, je suis un oiseau de nuit, de jour aussi, d'ailleurs. Et donc, je suis, quand je fais des déplacements, que des gens ont la gentillesse de venir m'écouter, je leur consacre tout le temps disponible pour répondre à leurs questions, puisque j'aime bien parler aussi aux gens, parce que ça me donne beaucoup d'informations. Et puis avant de conclure tout ceci, je vous donne la parole pour répondre à d'éventuelles questions. Voilà.